Bienvenue dans Suspect numéro 1, votre magazine de faits divers. Mais que s'est-il donc passé près du lac d'Annecy, en Haute-Savoie, le 5 septembre dernier? On en a beaucoup parlé. Ce jour-là, vous le savez, 4 personnes ont été massacrées sans raison apparente. Un homme de 50 ans, son épouse et sa belle-mère, citoyen britannique d'origine irakienne, exécutés sur une route forestière. Victime également de cette tuerie inexplicable, un cycliste français présent sur les lieux du crime. Seuls rescapés de cette fusillade, les 2 filles du couple britannique, curieusement épargnées. Personne ne peut expliquer ce crime qui ressemble à une exécution. La famille britannique passait de paisibles vacances en France. Quant au cycliste, lui, il n'avait, semble-t-il, rien à voir avec cette affaire. Alors immédiatement après le massacre, les enquêteurs ont tenté d'imaginer un mobile, mais en vain. Et au total, 650 personnes ont été auditionnées. La moto empruntée par le tueur n'a jamais été retrouvée. Seule hypothèse de travail pour les gendarmes, il n'y a qu'un individu à l'origine du carnage. Il s'est servi d'une arme pour le moins singulière, un Luger que des militaires suisses utilisaient dans les années 20, une arme de collection, en tout cas jamais employée par des tueurs à gages. La tuerie de Chevaline, c'est un document d'Hervé Laville. Toute une famille anglaise en voyage de tourisme. Quelques jours de vacances au cœur des Alpes françaises. On y voit une famille souriante, avenante, qui est une famille britannique en vacances, en villégiature et qui découvre la région du lac d'Annecy. « 25 coups de feu. Une fusillade meurtrière. C'est pas tous les jours qu'on nous appelle pour nous dire qu'il y a 4 morts tués par balle. Est-ce que le tueur est toujours là? Deux survivantes. 2 petites filles réchappées par miracle du massacre. 8 heures plus tard, on découvre une enfant vivante, cachée sous les jambes et les jupes de sa mère. La mère a sauvé son enfant ce jour-là. Crime d'un tueur à gages ou des services secrets. Mais qui a bien pu commanditer un tel carnage? Sur les munitions utilisées, sur la balistique, sur le positionnement des gens. Ce sont des éléments qui sont de nature à nous permettre, nous l'espérons, d'identifier ceux ou celles qui ont procédé de manière aussi sauvage à ce quadruple meurtre. Nos révélations sur le seul indice dont disposeraient les enquêteurs. Le calibre de l'arme que le tueur aurait utilisé. C'est un pistolet automatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on appuie sur la détente, le coup part et ça recharge, ce qui fait qu'on en a une dans le canon et 8 dans le chargeur, et on tire 9 coups. Voilà, c'était une arme redoutable. C'est une tuerie sans explication et pour l'instant sans aucun indice. 2 balles dans la tête, ce qui témoigne de la volonté de tuer. Meurtre d'une sauvagerie inouïe. Un déferlement médiatique sans précédent. C'est une affaire criminelle qui a tous les ingrédients d'une histoire passionnante, comme l'affaire Grégory, comme le Titanic. Reportage en France et en Grande-Bretagne. Reconstitution de la fusillade et de la scène de crime. Suspect numéro 1 va tenter ce soir de percer les secrets de la tuerie de Chevaline. Fin août 2012. À 30 km au sud-ouest de Londres, en Grande-Bretagne. Nous sommes dans le quartier de Claygate, dans une élégante demeure où réside cette famille britannique. À 50 ans, Saad Al-Hili, le père de famille, est un ingénieur originaire du Moyen-Orient, dont voici le vrai visage, sur la seule photo connue de lui. Saad Al-Hili, un père de famille sans histoire, marié à cette femme, Iqba, 47 ans, qui lui a donné 2 enfants. 2 jolies petites filles, âgées de tout juste 4 et 7 ans. Saad Al-Hili habitait dans
Une maison bourgeoise avec des poutres apparentes et une façade blanche. Et si la belle-mère de Saad, la grand-mère de ses filles, est avec eux aujourd'hui, c'est que toute cette famille s'apprête à partir ensemble pour quelques jours à l'étranger. Le lendemain, c'est au grand complet que cette famille doit donc prendre la route des vacances. Direction la Haute-Savoie, les Alpes françaises, une magnifique région très appréciée des touristes britanniques. Mercredi 5 septembre 2012. Commune de Saint-Joriot, en Haute-Savoie, sur les bords du lac d'Annecy. Voilà 2 jours que notre famille anglaise a pris ses quartiers dans ce camping. Le camping du solitaire du lac. Le père, sa belle-mère, son épouse et leurs 2 filles sont arrivés en France par la route quelques jours plus tôt. Pour Saad et les siens, un séjour de rêve au pied des montagnes. Une famille britannique en vacances, en villégiature et qui découvre la région du lac d'Annecy. Une famille qui est venue passer quelques jours de vacances en France, qui arrive de Grande-Bretagne, qui s'est installée dans un camping. Et il faisait du sightseeing, comme on dit en Angleterre, et il allait d'un village à l'autre. Ainsi, ce 5 septembre en début d'après-midi, Saad et sa famille quittent le camping pour leur sortie quotidienne sur les routes de montagne de la région. Une balade qui, dans un premier temps, va les conduire dans un joli village à quelques kilomètres de là. C'est l'image d'une famille unie, paisible, qui vient se reposer dans un des plus beaux coins de France. Il est un peu plus de 15 heures quand ces touristes décident de reprendre leur route. Direction cette fois le hameau de Chevaline. Et son décor typiquement savoyard. C'est un tout petit village, Chevaline, vraiment plutôt paisible. C'est pas un lieu de haute visite touristique en Haute-Savoie. Et ce jour-là, les riverains vont justement remarquer ce break de couleur sombre qui traverse le village pour s'engager sur la route de la Combe d'Yre. C'est notamment une côte très prisée des cyclistes et aussi des VTTistes, puisque après on peut partir faire un petit peu de VTT sur la montagne. On est hors des sentiers touristiques. C'est un endroit de passage pour les habitués, pour les randonneurs, pour les gens du coin. Nous voilà sur cette même route de montagne. Quelques minutes à peine après le passage de la famille anglaise. Il est 15h30 quand cet homme à vélo, un habitant de la région, s'engage à son tour sur la montée de la Combe d'Yre. Cette petite route qui mène à un parking isolé où le destin de ce cycliste et de toute une famille va basculer brutalement. Stéphane Boucher est journaliste au quotidien régional Le Dauphiné Libéré. Le 5 septembre 2012 commence tout à fait normalement, c'est un mercredi. Le matin, pour l'anecdote, je me rends à Doussard, à quelques kilomètres de Chevaline, pour un contrôle d'école de parapente. Tout est calme, tout est tranquille, c'est une belle journée. Une journée dont ce reporter, qui a pourtant traité de nombreux faits divers dans sa carrière, se souviendra toute sa vie. Je rentre à l'agence tout à fait normalement et à 16h30, on a un coup de fil nous annonçant a priori que 4 personnes ont été retrouvées tuées par balle dans une voiture à Chevaline. Et on décide de partir sans vraiment savoir ce qui nous attend, sans vraiment savoir si l'information est réelle. 21 km séparent le centre-ville d'Annecy du village de Chevaline, soit 30 minutes de voiture. Sur la route, le journaliste a du mal à y croire. Pourquoi tant de violence dans un coin si tranquille? C'est un village joli, c'est un village traditionnel avec des maisons en pierre, c'est fleuri, c'est vert. C'est vraiment un beau village. La carte postale du petit village de montagne. C'est vraiment un endroit paumé que personne ne connaît où il ne se passe jamais rien. D'autres journalistes, comme Richard Vivion, sont à leur tour prévenus. Lui aussi fonce vers ce qui serait les lieux du drame. Et visiblement, les forces de l'ordre sont déjà en état d'alerte. Immédiatement, on comprend qu'il s'est passé quelque chose parce que
tout le long de la route, en fait, je suis doublé par des voitures de gendarmerie qui se dirigent vers Chevaline, toutes sirènes hurlantes. Ce qui nous laisse penser qu'effectivement, il s'est passé quelque chose de grave. Dans cette affaire, on peut dire que les journalistes étaient au cul des gendarmes. Ils sont arrivés en même temps qu'eux. Il est maintenant 17 h. La presse locale n'est pas encore parvenue à destination. Mais par téléphone, les journalistes contactent leurs informateurs habituels au sein de la gendarmerie. Et rapidement, les bribes d'informations arrivent. On apprend qu'il y a 4 victimes, 3 auraient été retrouvées, le corps serait dans une voiture et qu'il y aurait un cycliste également sur le sol à côté de la voiture. 4 cadavres, tous exécutés par balle. Au début, on est le premier média sur les lieux, puisqu'on est le média local. On est bloqué très vite. Il y a peu de monde, on est assez peu nombreux. On est 3 journalistes d'abord, puis 4, 5 au bout d'une heure. Donc finalement, on se pose des questions, c'est plutôt le téléphone qui fonctionne. Sur place, on voit les voitures de gendarmerie qui continuent à affluer. Ça, c'est véritablement impressionnant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir un déferlement de forces de l'ordre aussi impressionnant. Venus d'Annecy et de Chambéry, les véhicules de gendarmerie ne cessent de converger vers Chevaline. Environ 2 heures après notre arrivée, le procureur de la République d'Annecy, Éric Maillot, redescend de la scène de crime et fait sa première déclaration. Il nous confirme immédiatement, lors de ce premier point presse, aux alentours de 18h30, que 4 victimes ont été retrouvées en haut de la route de la Combe-d'Ire. Vers 16h, en fait, un témoin a alerté les pompiers, témoin cycliste qui était en train de pratiquer donc son sport favori et qui est arrivé tout en haut de cette route forestière et qui a découvert un véhicule. Dans le véhicule, 3 personnes mortes, le conducteur, un homme, 2 femmes à l'arrière mortes et autour donc de ce véhicule BMW immatriculé en Grande-Bretagne, un grand nombre de douilles. Au propos même du procureur de la République, on sent que l'affaire est grave. C'est une famille entière qui a été tuée, le père, la mère, la belle-mère. Dans la voiture, les 3 victimes portent de graves blessures à la tête. Toutes ont été exécutées. Une scène insoutenable. Et ce n'est pas tout. Alors que les pompes funèbres arrivent sur place, le procureur va faire d'autres révélations. À côté du véhicule, un cycliste, en tenue de cycliste, il y a le vélo de course un petit peu plus loin, mort également, et une jeune fille qui était également à proximité du véhicule. Une 5e victime, une fillette, retrouvée en dehors de la voiture, blessée mais vivante au moment de l'arrivée des secours. Selon les premières constatations, l'enfant a réchappé au pire. Dès le départ, on le sait, beaucoup de balles qui ont été tirées, puisqu'on parle de plus d'une vingtaine de douilles retrouvées sur les lieux, et une petite fille qui est entre la vie et la mort. L'enfant qui est à l'extérieur porte des traces de blessures au crâne, sans doute portées avec une arme, et une trace de blessure par balle à l'épaule. La fillette de 7 ans, qui a rapidement perdu connaissance, sera évacuée d'urgence vers l'hôpital de Grenoble, dans un état grave. Après l'évacuation de la petite fille, autour de Chevaline, la chasse à l'homme commence. Véhicules et hélicoptères de gendarmerie passent la région peine fin. Car une question se pose désormais. Une question brûlante. Et si le ou les assassins se cachaient dans la forêt? La scène est horrible. La première émotion, c'est que c'est atroce. La deuxième émotion, c'est est-ce que le tueur est toujours là? On ne sait pas si le tueur est encore sur place ou dans un périmètre très restreint. Mais ce massif des Alpes est un endroit difficile d'accès. Tandis que des contrôles sont mis en place sur les routes de la région, dans le secteur de Chevaline, la gendarmerie se mobilise pour coordonner les débuts de l'enquête. Peu ou pas de témoignages, aucun indice, à part ces douilles. Une enquête qui s'annonce déjà très compliquée. La première phase, c'est ratissage, donc on a un maximum de personnel qui vont ratisser la zone. Voilà, et après, on va exploiter tous les éléments, les témoignages, les enquêteurs de la section de recherche vont mener l'enquête en croisant tous les éléments, en faisant toutes les vérifications. Donc ça va évidemment continuer tout au long de la nuit. En clair, il faut agir vite avant que l'obscurité ne tombe.
Au même instant, 3 km plus haut, retour sur les lieux du drame. Depuis le milieu d'après-midi, l'endroit est totalement bouclé par les forces de l'ordre. Les gendarmes ont décidé de mettre un cordon autour de la voiture pour préserver la scène de crime. Cette scène de crime, elle est troublante parce qu'à la fois, on a affaire à quelqu'un qui tue méthodiquement et à la fois, on a quelqu'un qui est très désordonné, très brouillon sur la scène de crime puisque plusieurs balles ont raté leur cible. Très rapidement, on décide que plus personne ne va toucher la voiture. On établit un périmètre de sécurité. Maintenant, il faut faire venir les experts de la gendarmerie scientifique. Ça, c'est une règle absolue en matière de police judiciaire. Les enquêteurs gèlent les scènes de crime. Le problème, c'est qu'ils sont basés à Paris, en tout cas à Rosny-sous-Bois, et donc il faut qu'ils viennent avec leurs camionnettes et avec leur matériel. En attendant l'arrivée des experts, une autre question reste sans réponse. Qui sont les 4 morts du parking du Martinet? Très vite, le corps situé à l'extérieur est identifié comme celui d'un certain Sylvain Mollier. Sylvain Mollier, un père de famille habitant non loin de Chevaline. Un passionné de cyclisme qui avait quitté sa compagne un peu plus tôt dans l'après-midi. Elle ne le reverra jamais vivant. On sait également rapidement qu'il habite Ugine et travaille à Ugine, c'est à une vingtaine de kilomètres de Chevaline, que c'est un fan de vélo, qu'il avait décidé donc ce mercredi 5 septembre d'aller faire un tour de vélo et donc de passer par ce parking du Martinez et la route de la Combe-d'Ir. Alors Sylvain Mollier aurait-il vu quelque chose avant d'être abattu? Serait-il passé par là au mauvais moment? Mais qui était vraiment visé? Lui, le cycliste, ou bien cette famille de touristes venus de Grande-Bretagne? Au premier jour, pas de réponse. Chevaline, mercredi 5 septembre 2012. Voilà 4 heures que les corps ont été découverts. Grâce à des papiers d'identité retrouvés dans le coffre, on sait désormais que ces 3 victimes sont issues d'une même famille britannique. Mais cette famille est-elle vraiment au complet? Les gendarmes veulent en savoir plus. Actuellement, nous sommes dans une phase de recherche de toutes les personnes qui auraient pu être dans le secteur afin de pouvoir recueillir leurs témoignages. Les gendarmes prennent contact avec le propriétaire d'un camping des bords du lac, situé pas très loin de Chevaline. Le camping du village de Saint-Joriot. L'endroit où la famille a séjourné la nuit précédant le massacre. Ce monsieur confirme effectivement que oui, une famille anglaise, oui, il y a 3 adultes, mais il y a également 2 enfants dans cette famille. Et à ce moment-là, ils sont certains qu'il leur manque une victime. C'est la panique générale dans les rangs de la gendarmerie parce qu'il leur manque cette gamine. Et il faut la retrouver absolument. Une victime manque à l'appel. Une enfant de 4 ans. La plus jeune fille du couple assassiné. Il n'y a plus une seconde à perdre. Il faut agir de toute urgence. Et si la fillette se cachait toujours dans la montagne? Ou pire encore, a-t-elle été enlevée sur les lieux du crime? Un secret bien gardé par les enquêteurs, car tous les journalistes ignorent alors que l'on recherche une enfant de 4 ans. Mais entre-temps, la fusillade a déjà fait la une des journaux télévisés. C'est une tuerie sans explication et pour l'instant sans aucun indice. Les gendarmes ont retrouvé cet après-midi dans le village de Chevaline, au-dessus du lac d'Annecy, les corps de 4 personnes. Aucune piste n'est écartée par le parquet d'Annecy. La famille qui a été décimée venait de Grande-Bretagne, elle passait ses vacances au camping. Que s'est-il passé à Chevaline pour l'instant? Eh bien, tous les scénarios sont envisagés, Jean-Alphonse Richard. Mauvaise rencontre. Les Britanniques se seraient retrouvés par hasard face à un ou plusieurs individus armés. Alors que les télévisions diffusent en boucle des images de Chevaline, la nuit tombe sur les lieux du crime. Les gendarmes vont à nouveau inspecter le véhicule. Objectif, retrouver coûte que coûte l'enfant disparu. Ils ont même utilisé une caméra thermique pour vérifier s'il y avait une source de chaleur à l'intérieur de la voiture, voir s'il y avait une autre victime. Et ils sont affirmatifs, on n'a rien entendu, on n'a rien décelé à l'intérieur de cette voiture. Venus de la région parisienne, les experts du laboratoire de la gendarmerie sont enfin sur place.
Tout d'abord, ils inspectent la voiture. Puis, très minutieusement, ils vont localiser des éléments balistiques dispersés au sol. Les experts de l'IRCGN tombent tout d'abord sur un nombre phénoménal de douilles. Au moins une vingtaine de douilles, plus des balles perdues un peu partout dans les environs du parking du Martinet. Les victimes ont des traces d'impact de balles dans la tête, et notamment le corps qui gît à côté de la voiture, celui du cycliste. Ce corps a reçu 7 balles. 25 douilles au total sont retrouvées sur place. 25 coups de feu tirés en plein jour. Un déchaînement de violence aveugle. Ou peut-être l'œuvre d'un professionnel. Ah, c'est une fusillade hallucinante. 25 balles tirées, 25 projectiles tirés, c'est du jamais vu. C'est une scène de guerre civile, quoi. Peut-être. Mais la petite fille de 4 ans reste introuvable. A-t-elle été kidnappée sur le parking? Ou bien froidement exécutée, comme sa grand-mère et ses 2 parents? Sur place, l'angoisse est à son maximum. Là, les gendarmes savent qu'effectivement, une petite fille manque à l'appel, et ils décident d'accélérer leur recherche autour du véhicule pour vraiment aller rapidement maintenant vers l'intérieur de la voiture. Nous voilà 8 heures après le drame. Les enquêteurs pénètrent enfin dans le véhicule. C'est là, en pleine nuit, que va se produire un événement que personne n'aurait pu imaginer. Quand les gendarmes vont ouvrir la BMW, qui est restée 8 heures fermée, les gendarmes vont découvrir quelque chose d'hallucinant. Et là, c'est la stupeur. Les gendarmes découvrent à l'intérieur de la voiture une petite fille vivante. À aucun moment, ils ne se sont aperçus de la présence de cette petite fille dans la voiture. Et l'enfant qui vient d'être secouru ne présente aucune blessure apparente. Une enfant, la plus jeune du couple Hailey, a été miraculeusement épargnée. Elle est tétanisée, elle ne parle pas, elle est en état de choc. C'est le coup de théâtre en pleine montagne, où une enfant, une petite fille de 4 ans, a survécu à l'enfer. Sur les 25 coups de feu tirés, qu'elle n'ait pas pris une seule balle, pas un seul projectile, c'est un miracle. Un miracle. Même les gendarmes en sont émus. Mais il leur faut rapidement évacuer la petite rescapée vers l'hôpital. Ce n'est qu'un peu plus tard, lors du passage de l'ambulance, que les journalistes vont enfin découvrir l'incroyable vérité. On a découvert une toute petite fille, environ 4 ans, que personne n'avait vue parce que depuis 4 heures de l'après-midi, elle ne bougeait pas. Sans doute terrorisée, complètement dissimulée, complètement immobile. Elle a entendu du bruit, des cris, bon, vous imaginez, elle a aux alentours de 4 ans et elle est restée totalement immobile depuis 4 heures de l'après-midi. Les témoins qui ont assisté à la sortie de cette enfant vivante de la voiture en garderont toute leur vie le souvenir. C'est extraordinairement émouvant. Il y avait une petite fille de 4 ans qui se cachait, totalement mutique et qui n'a rien dit pendant 8 heures. Ça, on l'apprend à 3h30 du matin et on a du mal à y croire. Et le procureur lui-même a du mal à y croire, à l'expliquer. Hein. Mais l'émotion est extraordinaire à ce moment-là. Alors pourquoi les gendarmes n'ont-ils pas remarqué qu'une enfant de 4 ans se cachait dans la voiture ? Qu'a vu très précisément le tout premier témoin présent sur la scène du crime? J'étais un peu anxieux car je me disais qu'il y avait peut-être un fou dans la forêt. Le frère de la victime aurait-il assassiné toute la famille? Je sais qu'il était en conflit avec son frère pour des questions d'héritage. La tuerie a-t-elle été commanditée par des services secrets? Lui est irakien, passeport anglais, sa femme est irakienne. On se dit, c'est signé, quoi. Ce sont des tueurs irakiens qui sont venus abattre toute la famille. Et si l'arme du crime était la véritable clé de tout le mystère?
Ça veut dire qu'on a un dingue dans la région qui est armé et qui est puissamment armé, enfin en tout cas qui a beaucoup de munitions sur lui et qui tire parce qu'on le dérange, parce qu'il n'aime pas les BMW, parce qu'il n'aime pas les Irakiens, parce qu'il n'aime pas je sais pas quoi. Chevaline, en Haute-Savoie. Dans la nuit du 5 au 6 septembre 2012. 4 morts assassinés sur un parking de montagne. Tous froidement exécutés par balle. Plus une fillette de 7 ans, retrouvée grièvement blessée. Et surtout, une autre enfant, elle aussi miraculée de la tuerie. Sa petite sœur, âgée de 4 ans. Elle vient de passer des heures cachée dans la voiture. Comment a-t-elle survécu à une fusillade si meurtrière? La mère a sauvé son enfant ce jour-là. Elle lui a demandé de se cacher sous ses jambes. Elle n'était plus visible pour le ou les tireurs. Si cette mère n'avait pas eu cet ultime réflexe de protéger sa fille, de la mettre sous sa jupe, elle aurait été criblée de balles, elle aurait été déchiquetée par les balles. Tout désormais va se jouer ici, à l'hôpital de Grenoble, où est admise la petite miraculée de 4 ans, choquée mais indemne, ainsi que sa sœur de 7 ans, elle aussi rescapée. 2 enfants témoins d'un quadruple meurtre. Pour tous les médias, une affaire hors norme. Le témoignage des 2 fillettes rescapées de cette tuerie sera sans aucun doute décisif. Les enquêteurs comptent surtout sur le témoignage de la fillette de 7 ans, logiquement plus apte à parler que sa sœur de 4 ans. Sur place, avec l'aide de spécialistes, les enquêteurs tentent de raviver les souvenirs des 2 enfants traumatisés. Il n'est pas du tout impensable qu'elle puisse raconter, peut-être pas maintenant, peut-être un peu plus tard, un certain nombre de choses qui pourront sûrement aider les enquêteurs. Mais le problème, ça va être de le faire avec extrêmement de délicatesse, de parcimonie et de respect. On peut passer par le dessin, évidemment, on peut passer par le jeu, l'animation de poupées, l'animation de Playmobil participe de la possibilité et des capacités de l'enfant à évoquer par ses voix détournées un traumatisme, le langage étant parfois bien plus compliqué à mobiliser chez l'enfant. Résultat des auditions. La petite fille survivante, la fille de 7 ans qui a été laissée pour morte, aurait parlé d'un méchant, donc un tueur. Le fait qu'il y ait un tueur, un tireur en tout cas, ça exclut pas qu'il puisse avoir des complices. En effet, pour la justice, le contenu de ces dépositions et le sens de ces mots sont à relativiser. On n'attend pas de cette fillette l'alpha et l'oméga de l'enquête pénale en cours. L'important, c'est qu'elle recouvre la santé, qu'elle soit protégée. Puisqu'ils ne peuvent pas compter sur les témoignages des 2 fillettes, les gendarmes sont alors contraints d'interroger de nombreux habitants de la région. Juste mon identité, si j'avais été présent mercredi aux alentours de, je sais pas, dans l'après-midi, sur le secteur. Des recherches qui ne donneront rien. En revanche, un homme va peut-être faire basculer l'enquête. C'est lui, William Brett Martin, un témoin capital dans le dossier de Chevaline. Il a été le premier témoin sur place après la tuerie. Cet ex-militaire britannique possède une maison dans la région. Le 5 septembre 2012, il prend son VTT pour aller pédaler dans le secteur de Chevaline, en direction de la route de la Combe d'Ire. C'est en chemin qu'il est doublé par un autre cycliste, un Français habitant la région, un certain Sylvain Mollier. Arrivé au parking du Martinet, William Brett Martin y découvre une voiture break, visiblement embourbée. À côté de la voiture, une jeune fille. Elle est grièvement blessée. Et plus loin, le cycliste qui venait de le doubler. Il est mort. L'Anglais va d'abord croire à un accident de la route. Ça sentait le pneu brûlé et le moteur dégageait de la fumée. Il fallait éteindre ce moteur, donc je me suis approché côté conducteur.
Alors j'ai coupé le contact, puis essayé de voir comment allaient les gens à l'intérieur. Et là, il m'a semblé évident que leurs blessures ne correspondaient pas à des blessures consécutives à un accident. Il y avait beaucoup de sang et on voyait des blessures sur les crânes. Il y avait une petite fille cachée là. Avez-vous remarqué quelque chose? Absolument pas. Mais je ne suis pas vraiment surpris. À moins d'ouvrir cette voiture, et vu la façon dont les corps étaient disposés à l'arrière, ayant été sur place et ayant appris qu'on n'avait retrouvé cette petite fille que bien plus tard, cela ne m'a pas surpris. Parce que je comprends qu'on n'ait pas touché au corps pour les besoins de l'enquête. Pour cela, il aurait fallu bouger les corps. Alors je suis passé de l'autre côté, puis à l'arrière. J'étais un peu anxieux car je me disais qu'il y avait peut-être un fou dans la forêt. Et que j'allais être la prochaine cible, peut-être par un chasseur qui allait me tirer dessus ou quelque chose comme ça. Alors j'ai vérifié qu'il n'y avait personne et donc j'ai pris mon portable pour appeler les secours. Mais le problème sur le moment, c'est que je n'avais pas de réseau du tout. Voilà. William Brett Martin décide alors de redescendre vers Chevaline pour y donner l'alerte. Ce qui sera chose faite à 15h48, très précisément. Reste une autre question. Pourquoi le cycliste français Sylvain Mollier a-t-il été exécuté au même endroit que la famille britannique? Les premières informations qui arrivent et qui dressent un peu le portrait de Sylvain Mollier laissent penser à une personne tout à fait normale, un jeune père de famille, apprécié de ses collègues. Et ici, dans l'usine où Sylvain Mollier travaillait, ses ex-collègues n'en reviennent toujours pas. C'est vraiment triste pour nous, pour toute sa famille, pour tous ses proches. C'est vraiment triste ce qui nous arrive. Excusez-moi, monsieur. Les habitants du coin vont faire du vélo, vont se balader à cet endroit. Donc chacun se disait, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être quelqu'un que je connaissais. Sylvain Mollier est effectivement catalogué comme la victime qui n'aurait pas dû être là. Le cycliste présent au mauvais endroit, au mauvais moment. On aurait donc voulu éliminer un témoin gênant. Un témoin gênant. Mais un témoin de quoi? Peut-être de 3 meurtres commis sous ses yeux par un déséquilibré. Un assassin qui se cacherait dans le massif des Bauges. Cette hypothèse va justement plonger toute la région dans la psychose. J'ai rencontré des mamans qui me disaient est-ce qu'il faut avoir peur, est-ce qu'il faut rester chez soi, c'est quand même dans l'esprit des gens, quoi. Tout le monde se pose des questions, moi je me pose des questions et ça me hante un peu l'esprit. Quand il y a 4 personnes qui sont assassinées dans une voiture à 2 km de chez vous et que vous ne savez pas qui est le tueur et que vous ne savez pas où il peut habiter et que vous ne savez pas s'il est encore dans le coin, c'est traumatisant. Puisque les enquêteurs ont retrouvé 25 nouilles, on se dit c'est l'acte d'un tireur fou qui tire sur tout ce qui bouge. Même émotion de l'autre côté de la Manche, où toute la Grande-Bretagne vient apprendre la terrible histoire de ces 2 petites filles, dont l'aînée de 7 ans survivra finalement à ses blessures. L'affaire de Chevaline est tout simplement une des plus grosses affaires pour la presse britannique en France depuis la mort de Lady Diana. Et donc ça, c'était sur la une le jour de la mort. Comme vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de détails à ce moment-là. On ne savait pas le nom de la famille, seulement que c'était une famille britannique. Dans tout le pays, l'émotion est immense. À Londres, mais aussi et surtout à Claygate. Cette bourgade où vivait la famille assassinée. À 30 km du centre de la capitale. C'est dans ce quartier, dans cette maison typiquement anglaise, que cette famille vivait depuis 30 ans. À l'annonce du massacre de Chevaline, les habitants de Claygate sont venus se recueillir en mémoire de leurs voisins disparus.
Claygate est un petit village, même pas une ville, c'est tout petit. Ce n'est pas très loin de Londres, bref, un endroit où il fait très bon vivre. Chez nous, le quartier de Claygate est considéré comme un endroit cossu, un quartier avec une vraie qualité de vie, où vit une classe moyenne plutôt aisée. Le plus étonnant, c'est que rien, a priori, dans l'histoire de cette famille ne laissait présager un tel massacre. Cette famille était très appréciée dans le village de Claygate, à tout point de vue. Saad était un père de famille modèle, sa femme Igba travaillait comme dentiste. Ils étaient très impliqués dans la vie du quartier. Les voisins étaient très choqués. Tous les voisins disaient qu'ils étaient charmants, agréables, qu'il n'y avait rien à dire sur eux. C'était juste des gens normaux. Une famille aimée de tous, assassinée pendant ses vacances. Et ses deux fillettes sauvées in extremis de la tuerie. Devant leur école, au lendemain du drame, la police locale s'efforce de rassurer les parents des camarades de classe des deux petites rescapées. Je redoute la réaction de mes enfants, mais j'ai confiance dans le directeur qui sera capable de gérer les conséquences de ce drame. C'est épouvantable. C'est terrible, tragique et malheureux que cette petite fille soit restée là pendant 8 heures. Mais ce foyer modèle, ce couple sans histoire, ne cacherait-il pas d'inavouables secrets? Car à Claygate, certains voisins ne se privent pas d'évoquer une mystérieuse affaire familiale. Je sais qu'il était en conflit avec son frère pour des questions d'héritage. Je sais aussi que Saad avait pris un avocat ici en Grande-Bretagne. Depuis la mort de leur père, les deux frères se disputaient sur la façon dont ils devaient se partager cet héritage. Au centre du conflit, entre les deux frères Alili, ici à l'écran, la maison familiale de Claygate. Valeur, 1 million d'euros. Le fait que le père lègue sa maison à son deuxième fils, Saad, a créé des tensions avec l'aîné. Une rivalité entre deux frères à l'origine de la tuerie. Pour la justice française, une piste très sérieuse. Il y a la piste de ce conflit familial entre les deux frères, sur fond d'argent ou d'héritage, on ne sait pas encore exactement. Zaïd Alili, le frère de la victime, est donc désigné comme le coupable idéal. Le suspect numéro 1. Tout le monde a cru à cette piste, et beaucoup en ont vite conclu que Zaïd Alili était derrière ce massacre. Sauf qu'il s'est spontanément présenté à la police pour dire qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire. Car le suspect va tordre le cou à la rumeur, en se rendant lui-même au commissariat de police. C'est quand même incroyable d'imaginer un problème entre deux frères qui arrive à ce point-là, d'avoir tué la femme, la mère, et essayer de tuer la petite fille aussi. Résultat, fausse piste. Le frère est remis en liberté. Pour les enquêteurs britanniques, c'est désormais certain. La piste de l'héritage mène à une impasse. Reste alors une autre hypothèse. Celle de mystérieux services secrets étrangers qui auraient ordonné l'exécution de toute la famille. Car le père ne travaillait pas dans n'importe quel secteur. Saad était avant tout un père de famille. C'était aussi un bon ingénieur, spécialiste de l'aéronautique. Il a eu beaucoup de contrats différents en Grande-Bretagne, en particulier pour Airbus. Et des contrats civils, mais apparemment aussi des contrats plus ou moins militaires, plus ou moins sensibles. Il est tout à fait possible qu'il était en possession d'informations liées au programme nucléaire de Saddam Hussein en Irak. Il avait peut-être des secrets nucléaires qui pouvaient intéresser des puissances étrangères. Alors cet ingénieur a-t-il été exécuté pour avoir trahi des secrets d'État? Une piste jugée crédible. Car Saad était justement dans le collimateur du contre-espionnage. Les services secrets britanniques ont effectivement surveillé M. Alili à cause de ses liens avec l'Irak.
Alors peut-être que son exécution était liée à son travail sur le programme nucléaire de Saddam Hussein. On se dit, c'est signé, quoi. Ce sont des tueurs irakiens qui sont venus abattre toute la famille. Alors la clé de la tuerie de Chevaline serait-elle à chercher quelque part dans les faubourgs de Bagdad? Et quels étaient véritablement les liens de Saad al-Lili avec son pays d'origine? Autant de questions auxquelles la justice française, qui a sollicité la collaboration de Bagdad, n'obtiendra aucune réponse. Pour le journaliste suisse Arnaud Béda, qui travaille sur le dossier de Chevaline depuis le début, la piste irakienne, celle des services secrets, mène à une impasse. C'est une affaire criminelle qui a tous les ingrédients d'une histoire passionnante, comme l'affaire Grégory, comme le Titanic. Les victimes sont de nationalité irakienne, c'est l'Orient, c'est des contes des mille et une nuits, c'est forcément des trafics d'influence. Le mec est ingénieur en Angleterre, on ne sait pas s'il était proche du régime ou pas. Quand on n'a pas la réponse à toutes les questions, c'est forcément du mystère et c'est forcément des fantasmes. Des fantasmes. D'autant plus qu'en France, la piste du tueur de la montagne va revenir en force. Alors que les 25 douilles retrouvées à Chevaline sont en cours d'expertise, des enquêteurs en civil quadrillent le terrain. Ils ont ordre d'inspecter les abords de cette route de montagne, au-dessus de Chevaline, à la recherche d'éléments matériels. Le tueur y aurait-il abandonné quelque chose? Son arme, un chargeur, un indice. Et surtout, comment a-t-il pu quitter les lieux? Si les enquêteurs arrivaient à avoir une certitude sur la façon dont l'assassin est arrivé ou est parti des lieux du crime, ça ferait certainement avancer énormément l'enquête. Lorsqu'on arrive au parking du Martinet, après ce ne sont que des chemins en terre, donc c'est au minimum un 4x4. Ou alors, une autre possibilité, c'est partir par la montagne. Il y a des pistes, des chemins assez difficiles malgré tout, où on peut partir effectivement en moto. La piste du tueur à moto devient alors une priorité pour les enquêteurs. Celle d'un homme en 2 roues, dont la route aurait croisé celle de certains témoins. Les gendarmes ont recueilli 800 témoignages. La plupart n'ont rien donné, mais ils ont eu des éléments intéressants, notamment sur des véhicules. Des véhicules, et surtout cette fameuse moto aperçue dans le secteur de Chevaline, peu de temps après la fusillade. Les gendarmes sont toujours à la recherche d'une moto qui a été aperçue par un éleveur au sommet du col de Chérel, à peu près à 1500 mètres d'altitude. Une grosse moto de route ou de trial portant des sacoches noires. On ne sait pas qui c'est, on ne l'a jamais retrouvé. Peut-être s'agit-il tout simplement du tueur. Le tueur de Chevaline, peut-être un motard circulant seul, mais dont la trace s'est perdue quelque part dans le massif des Bauges. Reste alors un indice, le seul indice exploitable par les enquêteurs. Ces fameuses 25 douilles retrouvées sur le parking. La seule piste qui pourrait conduire à l'assassin. Visiblement, du calibre 7,65. Spécialiste des affaires criminelles, Dominique Rizet est aussi un passionné des armes. En général, l'arme signe le meurtre. L'arme, c'est l'ADN du tueur. Et là, ça ressemblait plutôt à du 7,65, mais c'était pas un 7,65 classique. C'est un 7,65, mais avec une cartouche en forme de bouteille, qui en fait est toute petite. C'est une toute petite munition. En tout cas, pas une arme de tueur. Chez les voyous, on utilise des 9 mm, des 11,43, des 357 Magnum, des 38 spéciaux. Ce sont des armes puissantes, ce sont des armes sûres. Des armes bien plus dangereuses que ce curieux petit calibre utilisé à Chevaline. Du 7,65. Oui, mais tiré avec quelle arme? C'est un indice retrouvé sur les lieux du crime qui va finalement aiguiller les enquêteurs. Un minuscule morceau de crosse. Le bout d'arme retrouvé sur place, de ce qu'on peut en savoir, est plutôt cohérent avec les munitions utilisées dans le cadre de la tuerie proprement dite. Or, ce bout de crosse et ses munitions ne pourraient appartenir qu'à un seul et unique modèle d'arme, un Luger Parabellum, calibre 7,65. C'est une arme qui a été fabriquée en Suisse sous licence allemande à plus de 220 000 exemplaires. Cette arme, le Luger Parabellum en 7,65, est une arme qui a été énormément utilisée pendant la guerre, à l'époque, par les Suisses.
Les militaires suisses, les policiers suisses étaient équipés de ce type d'arme. Cette arme, c'est quelque chose qu'on a chez soi en Suisse. Parce que c'était une arme qui était en dotation dans l'armée suisse. Chaque petit helvète a dans son armoire ou dans sa commode son arme d'ordonnance. L'emploi de cette arme, qui est une arme un peu archaïque, qui peut s'enrayer facilement, laisse penser que ce n'est pas un travail de professionnel. Une arme étrange. Un drôle de pistolet de collection dont les origines remontent à plus d'un siècle. On a une arme qui n'est pas une arme de tueur. C'est une arme totalement inattendue. Dans le chargeur, on met 8 balles. Donc on place le chargeur ici, voilà. Et pour qu'une munition soit engagée dans le canon, on l'arme de cette façon-là. C'est pas très pratique, hein, mais c'est l'arme de 1902. Et là, il y a une balle dans le canon. On peut ensuite retirer le chargeur et rajouter une balle dedans, ce qui fait qu'on en a une dans le canon et 8 dans le chargeur, et on tire 9 coups. Voilà. Pour tirer 25 coups de feu, le tueur devait donc disposer d'au moins 3 chargeurs. C'est un vieux pétard qui fait beaucoup de dégâts, parce qu'à l'époque, on n'avait que ça, et c'était une arme, c'était une arme redoutable. Simplement, comme la munition n'est pas très puissante, ça ne pardonne pas. Ça veut dire qu'il faut mettre, soit tirer très très bien, soit tirer de près, soit mettre beaucoup de balles, et c'est ce qui s'est passé. Voici le Luger 765, une arme suisse qui serait également très répandue en Haute-Savoie. Cet homme s'appelle Michel Chapaz. C'est l'un des plus gros armuriers de la région d'Annecy, et il a sa théorie sur cette affaire. C'est un calibre qui a existé depuis la guerre de 14, un petit peu avant, et qui a été abandonné dans les années 1937. Ce n'est pas une arme de truand, ce n'était pas quelqu'un qui était venu pour exécuter, c'est quelque chose de local, que quelqu'un qui connaît bien le coin, parce qu'il faut déjà trouver le coin. Il a tué les gens pratiquement tous dans la tête, donc il tirait très bien. C'est quelqu'un qui est entraîné au tir, qui tire régulièrement. Parce que c'est pas quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'une arme. Bref, encore et toujours la piste locale. Le même jour, nous avons rendez-vous avec un autre spécialiste des armes à feu. Bernard Sternat est l'un des premiers à avoir reçu la visite des gendarmes après la tuerie. Cet ancien résistant veille sur un musée des armes de guerre près d'Annecy. Il dirige aussi un stand de tir où s'entraînent plus de 200 amateurs d'armes à feu. Contacté par les enquêteurs 4 jours après la tuerie, il ne s'était jusque-là jamais exprimé. 2 personnes que je supposais être de la police en civil, ils m'ont amené un document où il y avait donc le pistolet, le même que celui-ci, qui sont venus voir le paquet de douilles tiré par les tireurs. Ils m'ont rien dit du tout. J'ai compris qu'ils essayaient de voir si il y avait des douilles qui correspondaient avec celles qui ont été trouvées en haut à Chevalier. Pourquoi ce calibre aurait-il été utilisé par le tueur? Et comment les 4 victimes ont-elles été abattues? Pour répondre à toutes ces questions, les gendarmes ont tenté de reconstituer les instants précédant le massacre. Le scénario le plus probable ce jour-là, c'est la famille arrive avec la voiture, se pose sur ce parking, ne remarque rien. On sait que lui sort à un moment donné de la voiture et à mon avis, il a dérangé le tueur. Et je pense que ça part très vite à partir de là. Lui va courir jusqu'à sa voiture, faire une manœuvre hasardeuse où il va finir par s'embourber. Là, la voiture patine, le conducteur s'affole, le tueur s'approche et il tire. Les 2 femmes qui sont sur le siège arrière n'ont pas tenté de sortir du véhicule. Saad vient de s'écrouler, tué sur le coup. Igba, son épouse, aura juste le temps de cacher leur fille sous ses jupes. Ce qui veut dire que ça a été très vite par quelqu'un qui a tiré presque en rafale, rechargeant, papapapam. Dans la voiture, 3 morts. 3 adultes criblés de balles et une enfant de 4 ans cachée à l'arrière. Reste le cas de sa sœur de 7 ans, retrouvée à l'extérieur. Mais quand a-t-elle été blessée?
alors qu'elle regagnait le véhicule avec son père, ou après la fusillade, en essayant de s'enfuir? Un point que l'enquête n'éclaircira jamais. Et ce n'est pas la seule interrogation. Pourquoi le cycliste français Sylvain Mollier a lui aussi été exécuté? Ce qu'on peut supposer, c'est qu'à un moment ou à un autre, le cycliste savoyard Sylvain Mollier, qui faisait une balade, est arrivé. Donc on peut penser effectivement que l'arrivée de ce cycliste ait perturbé le scénario du tueur. Tous ont été abattus de la même façon, de manière horrible, avec plusieurs balles. Dès lors, au regard du scénario des crimes, la conclusion semble évidente. Ça veut dire qu'on a un dingue dans la région qui est armé et qui est puissamment armé, enfin en tout cas qui a beaucoup de munitions sur lui et qui tire parce qu'on le dérange, parce qu'il n'aime pas les BMW, parce qu'il n'aime pas les Irakiens, parce qu'il n'aime pas je sais pas quoi. Un déséquilibré, un passionné des armes qui connaît très bien la région. C'était justement l'hypothèse de départ. La thèse du fou dangereux est bien plus inquiétante que la thèse du tueur professionnel. Elle n'a jamais été abandonnée, mais les enquêteurs ont préféré se focaliser tout de suite sur la famille Halili. Les investigations en Angleterre, en Irak, ont fait perdre énormément de temps pour pas grand-chose. On fait perdre énormément de temps dès le départ de l'enquête. Je crois que c'est possible qu'on ne se soit pas intéressé assez à la piste locale. Parce que si on revient à cette histoire d'armes, on n'est plus dans un contrat effectué par un tueur. On est dans une affaire locale d'un idiot, d'un abruti qui collectionne des armes, qui a 2 ou 3 trucs comme ça, ou qui en a un comme ça et 1 tonne de munitions, et qui ce jour-là se trouve ici et va utiliser son arme. Retour en Haute-Savoie, là où tout a commencé. Janvier 2013, l'hiver est tombé sur Chevaline. Si personne ici n'a oublié la tragédie de septembre, dans les neiges du massif des Bauges, on préfère penser que c'est ailleurs que l'on trouvera la clé du mystère. Dans la région, les habitants n'en démordent pas. C'est un problème de règlement de compte en ce qui nous concerne. Nous on pense ça. Mais est-ce que ça arrange pas les gens de penser ça? Parce que penser qu'il y a un tireur fou dans la région qui tire sur les gens et les enfants... Il est vrai que le jour même, on n'a pas eu peur. Je vous avoue qu'on s'est quand même enfermé. Hein. On ne savait pas trop si c'était un tireur. Bon, après, on a su un peu que c'était une histoire de règlement de compte. Mais au départ, on n'était pas rassurés quand même. Hein. Parce qu'il y a aussi une autre thèse qui dit que ça peut être un tireur, une espèce de fou dans les montagnes avec des armes. Est-ce que vous pensez que c'est possible ou pas, ce genre de choses? Non, moi je pense pas. Non? Personnellement, je pense pas. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a jamais eu de problème de ce côté-là. On sait qu'ici, il n'y a pas de tireur. Non, c'est pas possible. Si les gens du coin continuent à préférer croire à la piste anglaise, à la piste irakienne, à la piste d'un tueur, ça me paraît complètement normal. Qui peut imaginer qu'il est en train de vivre, de dormir, de s'endormir le soir, de se réveiller le matin, dans un endroit où vit quelqu'un qui est peut-être son voisin et qui était capable de faire ça. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, la fillette de 4 ans a pu retrouver sa grande sœur, qui, elle, s'est rapidement rétablie de ses blessures. Elles sont toutes les deux en bonne santé. Aujourd'hui, ces 2 petites filles sont gardées dans un endroit tenu secret en Angleterre, parce qu'on ne sait toujours pas qui est le tueur et que ces 2 gamines sont témoins dans le meurtre de leur famille. On fait très attention à leur sécurité, c'est très important parce qu'elles pourraient devenir des cibles pour le tueur. Jusqu'à la fin de l'enquête, les 2 enfants resteront sous la protection étroite et permanente de la police britannique. Dans un endroit tenu secret, le plus loin possible des montagnes de Chevaline. « 21 avril 2011, les corps d'une mère de famille et de ses 4 enfants sont retrouvés enterrés sous la terrasse de la maison familiale à Nantes, en Loire-Atlantique. Les autopsies sont formelles. Tous ont été tués par arme à feu quelques jours plus tôt. Le père, Xavier Dupont de Ligonnès, un représentant de commerce de 50 ans, lui est introuvable. Il devient d'ailleurs très vite le principal suspect. Reste maintenant aux enquêteurs à trouver le mobile de cette tragédie.
L'homme qui avait des origines nobles n'a-t-il pas supporté de connaître des difficultés financières à répétition? Ou alors est-ce l'échec de ne pas avoir réalisé ses rêves avec sa femme, dont il était amoureux, qui l'a poussé à éliminer toute sa famille? S'est-il donné la mort ou se cache-t-il après avoir massacré les siens? Une seule certitude pour le moment. Celui qui a tué à 5 reprises a disparu après le crime. Et aujourd'hui encore, personne ne comprend ce qui a bien pu se passer. Retour sur l'un des faits divers les plus mystérieux de ces dernières années. À Nantes, les 5 membres d'une même famille sont retrouvés enterrés dans leur jardin. J'entends le nom de Ligonnès. Là, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et là, je ne pouvais plus. J'avais le visage d'Agnès devant moi et de Xavier, quoi. C'était... je me disais, mais c'est pas possible. Le père de cette famille décimée a disparu. C'est Xavier Dupont de Ligonnès qui devient contre toute attente le suspect numéro 1. Je le connais très bien. C'est tout ce que je dis depuis très très longtemps. Si la question c'est est-ce que quelqu'un pouvait se douter de quoi que ce soit, c'est non pour tout le monde. Criblé de dettes, sans ressources, Dupont de Ligonnès est aux abois. Serait-ce le mobile du crime? Il s'est retrouvé à un moment où il était complètement mangé par les dettes, quoi. Malgré les apparences, son couple bat de l'aile. Dupont de Ligonnès vit une passion amoureuse secrète. Je suppose qu'un week-end, ça s'est terminé un peu plus gentiment que prévu. Et ils ont une relation qui a duré un peu plus d'1 an, quoi. Nantes, le 21 avril 2011. Quand les policiers franchissent cette porte, ils n'imaginent pas pénétrer dans la maison de l'horreur. Au bout de quelques heures, ils découvrent 5 corps enterrés dans le jardin, les 5 membres d'une même famille. Agnès Dupont de Ligonnès, la mère, 49 ans, surveillante dans un collège. Arthur, 20 ans, son fils aîné, étudiant. Thomas, son petit frère, 18 ans, étudiant. Anne, 16 ans, lycéenne. Et Benoît, 13 ans, collégien. Ils ont reçu 2 balles dans la tête, sauf Benoît. Il en a reçu 3 dans le crâne et 2 dans le thorax. Qui a pu commettre des crimes aussi atroces? Les soupçons des policiers se tournent immédiatement vers le père de famille, Xavier Dupont de Ligonnès. Mais l'homme a disparu. Tout commence à Nantes, dans ce quartier tranquille, au numéro 55 du boulevard Schumann. Dans cette maison habitait la famille Dupont de Ligonnès. Sur la porte, les scellés posés par la police. Une semaine après le drame, des anonymes déposent encore des bouquets de fleurs et lettres d'adieu. La famille Dupont de Ligonnès louait cette maison depuis 2003. Une famille unie et apparemment discrète. Excepté des conflits avec les voisins. Celui du numéro 57, la porte à côté, se plaignait parfois. Nous n'avions pas de rapport fréquent avec nos voisins, essentiellement parce que c'était des gens assez bruyants. Et donc on avait un petit peu des conflits de voisinage. Voilà. Des gens bruyants, c'est-à-dire ? Ils avaient des enfants qui faisaient de la musique, donc de la batterie et du piano, donc ça s'entendait beaucoup dans la maison. Et vous aviez des différends à ce sujet avec eux? Oui, un petit peu. Enfin, on se tolérait, quoi. Voilà. C'était pas des gens avec lesquels on avait envie de trop nouer des relations, quoi. Pendant la semaine, Xavier Dupont de Ligonnès est absent à cause de son travail. Agnès est seule à la maison avec les enfants. Et elle ne prête pas attention aux remarques de ses voisins.
Forcément, à partir du moment où vous avez une voisine qui ne tient absolument pas compte des désagréments qu'elle cause, vous la trouvez un peu antipathique. Hein. Mais voilà, c'est tout ce que je peux... Voilà, mon impression, elle est juste fondée sur ces rapports de voisinage. C'était... voilà, il n'y avait pas de discussion possible avec eux sur ces questions de voisinage. Parce que vous étiez allé les voir et vous leur aviez dit arrêtez de faire du bruit ou... Oui, absolument, oui. Mais un jour, le voisin n'entend plus aucun bruit. Et il n'en entendra plus jamais. Il remarque aussi que la boîte aux lettres est fermée par un carton collé dessus. Sur ce carton, une inscription à l'attention du facteur. Courriers à retourner à leur expéditeur. Merci. Une autre voisine remarque que les volets sont fermés depuis plusieurs jours. Elle s'inquiète. J'ai jamais vu les volets de cette maison fermés. Donc ça m'a fait vraiment bizarre. Voilà, mais j'arrêtais pas d'y penser, je sais pas pourquoi. Je peux pas vous dire pour quelle raison, mais ça m'omnibulait. Je me disais, où est-ce qu'ils peuvent être? Puis j'ai vu le facteur à 11h30, puis je lui ai dit comme ça, je n'ai pas l'habitude de parler des voisins en plus, je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, mais vous savez, c'est pas la peine d'aller mettre du courrier au 55, la boîte aux lettres est complètement bloquée, vous pourrez rien mettre. Il me répond, de toute façon, moi je suis pas étonné, ils ont dû se faire la malle, parce que ça fait un moment qu'ils refusaient les lettres commandées. Je me dis, c'est bizarre. Et j'ai une amie qui travaille dans la police, et je l'ai appelée pour la prévenir. Le 13 avril, la police constate que la maison est inoccupée. Les policiers sont repassés me voir, ils m'ont dit, bon, on n'a rien trouvé dans la maison, les armoires sont vides, il n'y a plus de vêtements. Et vous n'aviez jamais vu de traces de déménagement? Non, moi, non, je me dis qu'on déménage pas une famille de 6 personnes comme ça en claquant des doigts, quoi. Le voisin du 57 s'inquiète lui aussi. D'autant plus que depuis quelques jours, des jeunes sonnent chez lui pour demander des nouvelles de Thomas, Benoît, Anne ou Arthur. On a été inquiets, surtout parce qu'il y a des amis des enfants qui sont venus chercher des informations, qui sont venus sonner à la porte pour avoir des informations, et qui eux, n'avaient aucune nouvelle. Et c'est vrai que c'est des enfants qui ont l'âge de mes enfants, et on voit bien qu'aujourd'hui, tous les enfants ont des téléphones, on voit que sont connectés sur Facebook, et ça nous a quand même beaucoup surpris que 4 enfants de cet âge-là disparaissent sans laisser aucune trace sur Facebook. Donc les amis des enfants venaient sonner chez vous? Venaient sonner pour avoir des nouvelles. Et n'avaient aucune nouvelle, quoi. Donc ça nous a quand même beaucoup surpris. C'est ça qui nous a le plus inquiétés. Ouais. À ce moment-là, avec sa femme, ils décident eux aussi de prévenir la police. On en a discuté pas mal parce que c'est pas évident. C'est vrai qu'on a toujours un peu l'impression de faire de la délation. Donc on en a discuté. Et puis finalement, mon épouse est allée le 14, oui, signaler qu'il y avait une disparition curieuse. C'est ce deuxième signalement qui décide les policiers à ouvrir une enquête. Les hommes de la police judiciaire entrent dans la maison et la fouillent de fond en comble. Le jardin aussi est passé au peigne fin. Et au bout de quelques heures, ils découvrent l'horreur. Dans le jardin, enterrés côte à côte, 4 corps recouverts de chaux. Celui d'Agnès, 49 ans, la mère de famille. Arthur, l'aîné, 20 ans. Sa sœur Anne, 16 ans. Et Benoît, le petit dernier, 13 ans. Dans une fosse séparée, Thomas, 18 ans. Tous ont été exécutés de 2 balles dans la tête, sauf Benoît, qui en a reçu 3 dans le crâne et 2 dans le thorax. Les 2 labradors ont été abattus, eux aussi. Les corps sont envoyés à l'Institut médico-légal pour être autopsiés. Le procureur de la République de Nantes fait une déclaration. L'enquête bascule donc malheureusement nettement sur une qualification criminelle de séquestration et d'assassinat. Toute la famille est décimée. Mais il manque une personne, le père. Xavier Dupont de Ligonnès, 50 ans. Où est-il? Les enquêteurs tentent de le joindre. Son téléphone ne répond plus. Au bout du fil, sa messagerie. Bonjour, j'ai bien reçu votre appel et votre message. Je vous rappellerai dès que possible. Merci. Xavier Dupont de Ligonnès ne rappellera jamais. Tous les soupçons se tournent alors vers lui. Dans leur enquête, les policiers vont découvrir que les crimes ont été minutieusement préparés avec un sens de l'organisation qui fait froid dans le dos. Quelques mois avant le drame,
Xavier Dupont de Ligonnès s'inscrit dans ce club de tir. Le patron a accepté de nous montrer sa fiche. Il obtient sa licence le 2 février 2011. Le père de famille est loin d'être un tireur d'élite. C'était un tireur qui démarrait, donc je ne peux pas dire que c'était un bon tireur. Mais Dupont de Ligonnès s'entraîne en moyenne 1 fois par semaine. La dernière semaine, il serait venu tirer 4 fois. Son arme, la carabine 22 long rifle de son père. C'est justement avec ce calibre que les meurtres ont été commis. Avec une balle comme celle-ci. Le patron se souvient de sa dernière visite. Il est venu le 1er avril. C'est la dernière fois. Le 1er avril. 2 jours avant le meurtre de sa famille. Xavier Dupont de Ligonnès fréquente aussi les armureries. Thierry Morin se souvient très bien de ce client venu pour lui acheter une arme et qui tenait des propos plutôt étranges. Quand il est rentré dans le magasin, il est venu plutôt dans le secteur où il y avait de l'armement, des répliques d'airsoft et des répliques d'armes air comprimées. Et il était un peu subjugué de voir toutes ces armes. Et il nous a dit « Ah, ça me rappelle mon armée quand j'étais prêtre, tireur d'élite ». Alors ça nous a un petit peu étonnés de parler comme ça. Alors on s'est dit, bon, ce monsieur n'est pas tout seul dans sa tête, il y a un petit problème, il est peut-être mythomane. Et donc ça nous a un petit peu alertés. Donc du coup, quand on entend ça dans le magasin, oula, il y a un problème quelque part. L'armurier se méfie et évite de lui vendre une arme. Et puis après, en discutant comme ça, il voulait nous demander comment faire pour acheter une arme de poing pour défendre les intérêts de sa famille. Voilà. Et alors, du coup, on était un petit peu déjà interloqués déjà par la première question. Donc on lui a fait comprendre que le mieux c'était de voir la police afin qu'elle défende ses intérêts précisément et non dans une armurerie comme nous. Hein. Alors il est resté quelques minutes là, puis après il est reparti, hein, c'est tout. Xavier Dupont de Ligonnès repart donc les mains vides. Mais son attitude intrigue. Pourquoi s'invente-t-il un passé aussi original, alors qu'il n'a jamais été ni curé, ni tireur d'élite? L'homme serait-il un mythomane? Mais les enquêteurs de la police judiciaire vont faire une découverte encore plus accablante, cette fois dans un magasin de bricolage. Le 1er avril, 2 jours avant le drame, le père de famille achète du ciment, 40 kilos de chaux et une bêche. Aurait-il acheté ces matériaux pour enterrer les corps? Des indices troublants qui alimentent la thèse d'un crime prémédité. Coïncidence ou préméditation? À présent, tout semble prêt pour passer à l'acte. Cinq membres d'une même famille ont été assassinés. Les enquêteurs accumulent les preuves qui dénoncent le suspect numéro 1. Xavier Dupont de Ligonnès, mari et père des victimes. 2 jours après l'achat des matériaux, le dimanche 3 avril, Xavier invite sa famille à dîner dans ce restaurant de Nantes, à 10 minutes de chez eux. Donc ils étaient à cette table-là. Donc ils étaient combien? 5. 5 personnes, le père, la mère et 3 enfants. Thomas, le fils cadet, est resté à Angers où il fait ses études. La famille dîne tranquillement. C'était des menus, entrée, plat, dessert, sauf je crois que le plus jeune a pris juste un plat. Et ils sont restés environ 1 heure, 1 heure et demie comme pour manger tranquillement, quoi, un dimanche soir en famille. Après avoir appris la tragédie, Hélène a pensé que ce dîner était peut-être un repas d'adieu, soigneusement préparé. Je trouve que ça fait un peu rituel parce que il a fait ça avec les 4 premiers de la famille et le lendemain ou le surlendemain avec le dernier. Donc ça fait un peu rituel bizarre. Genre, je vous paye un bon restaurant et ce sera le dernier, donc profitez. Il est environ 21h30 quand la famille quitte le restaurant. Que s'est-il passé ensuite? Une chose est sûre. Le dernier message d'Agnès sur un réseau social est envoyé à 21h40. Ensuite, plus aucun signe de vie, ni sur son ordinateur, ni sur les téléphones portables des enfants.
Les enquêteurs pensent qu'ils ont été drogués avant d'être exécutés pendant leur sommeil. Les corps ont été retrouvés en pyjama, enroulés dans les draps, sans aucune trace de lutte. Le tueur se serait approché des victimes. Équipé d'un silencieux, il aurait tiré, à chaque fois 2 balles dans la tête. Sauf Benoît, le petit dernier, qui a reçu 3 balles dans le crâne et 2 dans la poitrine. Ce soir-là, Agnès, Arthur, Anne et Benoît sont froidement exécutés. Leurs corps sont ensuite enterrés dans une fosse de 3 mètres de long sur 70 cm de profondeur, creusée sous la terrasse. Puis ils sont recouverts de chaux. Thomas, lui, est toujours à Angers. Son père le rejoint le lendemain, lundi 4 avril, et l'invite à dîner dans cet ancien moulin, une table réputée de la région. Cédric se souvient parfaitement les avoir accueillis. Vous étiez installés à cette table? Exactement, donc monsieur de Ligonnès ici et son fils ici. Il a très bien mangé, il a un bon appétit ce soir-là. Xavier Dupont de Ligonnès mange avec appétit, mais Thomas, lui, fait la tête. La tension est palpable. Le serveur se rend compte qu'il y a un problème entre le père et le fils. Ils se parlaient pas du tout. Voilà, comme je vous dis, un repas entre père et fils. Moi, je vais au restaurant avec mon papa, on discute énormément. C'est un moment convivial. Là, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de discussion, c'était totalement fermé. Le fils avait un... On sentait bien qu'il a été malade, il avait surtout un mal-être. Il répondait pas, il était venu dans son assiette, voilà, la tête baissée, et puis le papa répondait à chaque fois à sa place. Et d'ailleurs, le fils est sorti avant la fin du repas, à rentrer directement à la voiture. Et monsieur a terminé son dîner tout seul? Monsieur a terminé tranquillement et est parti payer en fait en carte bleue au niveau de la caisse, tout simplement. Comme un client tout à fait normal. Pourquoi Thomas était-il si mal ce soir-là? Que lui a dit son père? Après le dîner, les enquêteurs supposent que le jeune homme est resté à Angers. Le lendemain, le mardi 5 avril, alors qu'il est avec un ami, il reçoit un texto de son père qui lui demande de rentrer en urgence à Nantes. Sa mère aurait eu un accident de vélo. Thomas va-t-il tomber dans un piège? Son corps sera retrouvé dans une deuxième fosse, non loin de sa mère et de ses frères et sœurs. Nous sommes le 5 avril, et pour le moment, tout le monde ignore le drame qui vient de se produire. Même le voisin, qui n'a rien entendu de suspect. Non, on n'a rien vu, non. Rien vu, pas entendu grand-chose. C'est à la limite, ce qui nous a le plus inquiété, c'est qu'il ne faisait plus de bruit. Souvent, on a dit que c'était une famille qui ne faisait pas de bruit. En fait, c'est une famille qui faisait beaucoup de bruit, qui tout d'un coup ne faisait plus de bruit. Et où le bruit qu'on entendait, qui nous a peut-être quelquefois même semblé bizarre, c'est d'entendre juste une personne seule et pas le bruit que faisait habituellement toute la famille. Donc il y avait quelque chose. Voilà, il y avait quelqu'un qui bricolait tout seul, mais sans les bruits habituels, quoi. Ça, c'était quand même très curieux. Pour les enquêteurs, ce quintuple meurtre a été organisé avec soin et depuis longtemps. Cours de tir, achat suspect, dîner d'adieu. L'assassin présumé a agi avec méthode. Mais ce n'est pas tout, car le scénario machiavélique va se poursuivre, comme si tout avait été prévu. Les enfants ne vont plus à l'école, mais leur absence n'inquiète pas le directeur de l'établissement, car il reçoit une lettre signée Xavier Dupont de Ligonnès. J'ai reçu un courrier de la part du mari m'informant qu'il était muté par son employeur de façon urgente en Australie, et que donc il retirait ses enfants de l'établissement. Un départ en Australie. C'est la version donnée au Collège des enfants. Mais dans une autre lettre de 4 pages à l'attention de sa famille et de ses proches, Dupont de Ligonnès invente une autre histoire complètement délirante. Coucou tout le monde. Méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA dans des conditions très particulières que nous vous expliquons ci-dessous. Dans cette lettre, le père de famille explique qu'il a été contacté par le gouvernement américain pour infiltrer un réseau de trafiquants de drogue et qu'il transmet donc des informations à la DEA, l'équivalent de la brigade des stupéfiants en France. Après avoir testé et briefé,
J'ai donc accepté de travailler incognito pour la DEA, avec obligation de garder le secret, même et surtout vis-à-vis des enfants. Un peu plus loin dans sa lettre, il donne d'autres détails. Nous sommes donc pris en charge par le gouvernement américain et transférés aux USA sous une nouvelle identité qui doit bien évidemment rester secrète. Quand vous lirez ce courrier, nous n'existerons plus officiellement en tant que Français. Il poursuit en demandant aux proches de vider la maison, mais de ne pas s'inquiéter de l'état de la terrasse. Inutile de s'occuper du portique et de la pirogue qui resteront là, ni des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse, au fond du jardin et dans la cave. Il termine sa lettre en signant au nom de tous. Xavier, Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Le plus dur va être de nous habituer à nos nouveaux noms. Xavier Dupont de Ligonnès aurait assassiné toute sa famille. Pour dissimuler son crime, il met les enquêteurs sur une fausse piste. Pourquoi ce père de famille a-t-il exécuté sa femme et ses enfants? Acte prémédité ou geste désespéré? Après la découverte du massacre de la famille de Xavier Dupont de Ligonnès, les enquêteurs vont de surprise en surprise. Un courrier laissé par le suspect numéro 1 brouille les pistes. Pourquoi ce mensonge? Pour répondre à cette question, ils veulent en savoir plus sur la face cachée du tueur. Comment un père de famille aurait-il pu imaginer un tel scénario et rédiger de tels courriers? Qui est vraiment Xavier Dupont de Ligonnès? Un mari fidèle? Un père aimant? Un chef d'entreprise brillant? Ou un tueur au sang-froid? C'est à Versailles que Xavier grandit dans cet immeuble au sein d'une famille catholique traditionnaliste. Sa mère Geneviève prétend recevoir des messages de Dieu en direct. Elle a refusé de nous recevoir, mais son avocat confirme qu'elle est bien en liaison avec le Seigneur. Effectivement, Madame Dupont de Ligonnès recevrait des messages d'origine divine, pense-t-elle, qui sont des messages de la vie de tous les jours. Elle avait publié, on avait publié dans les années 70 un petit livret résumant tous ces messages. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Messages d'amour et de miséricorde. Et donc effectivement, quand on a retrouvé ça, on s'est dit il y a une relation de cause à effet entre les messages et l'acte qu'aurait pu commettre son fils. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est des messages, je dirais, à caractère religieux, je dirais philosophique, théologique, qui n'explique pas le passage à l'acte. En grandissant, Xavier s'éloigne de la religion et de l'emprise de sa mère. Adieu l'église et les prières. Adolescent, il se lie d'amitié avec un copain de classe, Bruno de Stabenrath, aujourd'hui écrivain. Il se souvient très bien de leurs années de jeunesse. On avait 15 ans, oui 15 ans. Et puis voilà, puis on était voisins, donc on habitait à 200 mètres à Versailles, donc on faisait plein de choses ensemble, les soirées. Donc voilà, j'ai très bien connu Xavier. On était assez flambeurs, assez déconneurs. En même temps, on aimait bien nos familles, on avait le sens des valeurs, on aimait les jolies filles, on aimait les motos, on aimait les États-Unis, Elvis. Somme toute, voilà, c'est un jeune homme de son temps, très ouvert, assez généreux, qui avait un grand cœur. C'est un garçon cool, voilà, à l'américaine, cool. Adulte, Xavier n'oublie pas son rêve américain. Elvis Presley, le rock'n'roll et les dollars. Il traverse l'Atlantique et découvre les grands espaces. Cette Amérique-là ne le quittera jamais. Ça fait vraiment partie du caractère de Xavier, de la grande évasion, quoi. Ce rêve d'un ailleurs, de réussir ailleurs. Moi, je pensais au cinéma Hollywood, lui pensait à faire des affaires, parce que là-bas, tout était possible. Et peut-être aussi parce qu'il faut se remettre dans le contexte des années 70, on se sent un peu à l'étroit dans ce Versailles, qui était finalement
une petite ville de province, un peu royaliste et qui était un peu démodée, alors que nous, on voulait que ça bouge, quoi. On était avec nos motos, on était des rebelles. Xavier rêve d'aventure et d'évasion. Mais à 18 ans, il tombe amoureux d'Agnès, une jeune fille issue comme lui de la bourgeoisie catholique de Versailles. Xavier part à l'armée. Ils se séparent et se retrouvent quelques années plus tard. Mais Agnès a déjà un enfant, Arthur. Xavier épouse Agnès et reconnaît Arthur. Ensemble, ils auront 3 enfants. Agnès est femme au foyer, Xavier commercial. Mais le fantasme américain est toujours là. En 2003, Xavier et Agnès sillonnent les USA pendant 9 mois en van avec leurs enfants. Au programme, la route 66, la Nouvelle-Orléans, le Grand Canyon. Revenu en France, c'est dans cette salle, à la périphérie de Nantes, qu'il retrouve un petit coin d'Amérique. Tous les jeudis soirs, Agnès et Xavier suivent un cours de country, la danse des pionniers de la conquête de l'Ouest. Marie-Vonne est la présidente de la Diligence Country Western Dance. C'est elle qui donne les cours. C'était un couple qui était tellement joyeux, convivial, ils avaient toujours le sourire, on voyait qu'ils étaient heureux de danser ensemble. Et donc même si c'était une danse en ligne, ils étaient côte à côte, hein, de toute façon, c'est rare quand ils étaient séparés. C'était un couple complètement amoureux, puisque ils nous faisaient souvent sourire, puisque quand il y avait des petites pauses, puisqu'il y en a toujours quand même pendant 1h30, eh bien ils se faisaient des petits bisous, tout le temps, tout le temps. On voyait que c'était un couple qui était amoureux, proche, et toujours avec le sourire et puis la pêche. Ils avaient toujours la pêche pour danser, voilà quoi. Quand moi j'ai entendu cette information à la télé, j'entends le nom de Ligonnès. Là, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et là, je ne pouvais plus, j'avais le visage d'Agnès devant moi et de Xavier, quoi. C'était, je me disais, mais c'est pas possible. Et même si tout accuse Xavier aujourd'hui, j'essaye même pas, moi, de me le mettre dans cette peau de criminel ou quoi que ce soit. Je reste sur l'image que j'ai d'eux en couple, et souriant et convivial. Moi, je veux garder cette image. Les enquêteurs fouillent le passé de Xavier Dupont de Ligonnès. Ils vont découvrir la vérité sur une famille qui veut faire croire à son bonheur. Et surtout, quel pourrait être le mobile du crime? Une image trompeuse. Dès le mois d'octobre 2004, Agnès dialogue avec des internautes sur un forum psychologique. C'est une femme délaissée et malheureuse qui lance un appel au secours. Je vais mal, je suis en manque de tout. De tendresse, d'amour, d'amis communs, de sexe, de tout. Elle termine en écrivant: Ce soir, il rentre tard, et moi je n'aurai qu'une envie, encore et encore, pleurer. À l'aide. Le couple n'allait donc pas si bien. Nous avons rencontré un ami de Xavier. Cet homme a souhaité préserver son anonymat. Nous l'appellerons Damien. Pendant des années, Xavier lui aurait fait des confidences. Est-ce qu'il s'amusait avec Agnès? Je pense pas, non. Non, je pense pas qu'il... C'était un amusement de façade, quoi. Ils allaient au restaurant ensemble avec les enfants, mais c'était plus pour faire plaisir aux enfants. C'est vrai que quand on les voyait tous ensemble, main dans la main, et voilà, c'était pour faire plaisir, et ça faisait voir à tout le monde que c'était un couple idéal. Mais c'est vrai qu'ils s'ennuyaient un petit peu avec elle. Elle était un petit peu, entre parenthèses, bigote. Xavier était plutôt athée. Et ça lui cassait les pieds de voir sa femme tous les dimanches à la messe et de parler de Bible et de parler de... Bon, c'était pas trop son truc. Le couple bat de l'aile, mais pour Xavier, ce n'est pas le seul souci. Il a d'énormes problèmes d'argent. Commercial, il sillonne les routes de France 5 jours sur 7. Un jour, en 2003, il pense avoir une idée de génie. Il crée un site internet, La Route des Commerciaux, une sorte de guide qui recense les meilleurs hôtels-restaurants pour les VRP en tournée. Cette fois, il croit tenir le jackpot, le projet qui va lui permettre enfin de faire fortune. Il recrute 6 personnes pour démarcher les hôtels, mais au bout de quelques mois, il faut se rendre à l'évidence.
L'opération tourne à la catastrophe. URSSAF, TVA, salaire, les dettes s'accumulent. Damien n'était pas seulement l'ami de Xavier. Il a été aussi son employé. Il a assisté à la déroute financière. Il a vraiment très mal géré son affaire et qui s'est retrouvé au bout de 3 mois à licencier tout le monde et à se retrouver avec 30 ou 40 000 euros de dettes d'URSSAF, de location de voiture, de frais à rembourser, de salaire, etc. Donc il est toujours resté à faire vivre sa famille avec ce qu'il avait comme argent et il n'a jamais pu commencer à rembourser ce qu'il devait. Donc c'est comme moi, que ce soit l'URSSAF ou autre, quand vous ne remboursez pas, ben vous avez une pénalité de 10 000, vous passez à 15 000, de 20 000, de 30 000 euros, et ça ne cesse d'augmenter. Et donc il s'est retrouvé à un moment où il était complètement mangé par les dettes, quoi. Mais Xavier ne veut pas avouer ses difficultés à sa femme, ni encore moins à ses enfants. Il continue à sauver les apparences. Chaque enfant avait un téléphone avec les forfaits qui vont avec, et Xavier n'a jamais rien refusé à personne. Son fils voulait une voiture, il a pris une voiture, il voulait un appartement, il lui louait un appartement, etc. Donc il ne refusait rien à ses enfants, ni à sa femme, donc ça lui coûtait relativement cher. Tellement cher que ses dettes grimpent jusqu'à 80 000 euros. L'étau se resserre. Un jour, les huissiers frappent à la porte. Quand on discutait, je disais, toi, comment tu t'en sors? J'ai tel huissier qui me court aux fesses. Ce mois-ci, je vais faire, faut que je trouve 10 000 euros pour ci, ça. Voilà, quoi, on en parlait comme ça. Il avait beaucoup d'huissiers qui lui... À ma connaissance, il en avait au minimum 2, voire 3, qui n'arrêtaient pas de le solliciter, voilà. Et donc, il n'a jamais réussi à remonter la pente pour les rembourser. Criblé de dettes, Xavier Dupont de Ligonnès est un homme aux abois. En 2008, il retrouve une amie de jeunesse. Elle va devenir sa maîtresse. Il a revu Catherine au bout de 35 ans où il s'était pas perdu de vue. Il l'a vue à la télévision. Et il s'est dit, tiens, Catherine, il a recherché un petit peu sur Internet son adresse. Et ils se sont recontactés, ils se sont vus, ils ont mangé ensemble. Ils ont reparlé, je suppose, du bon vieux temps. Et puis, d'une chose à une autre, je suppose qu'un week-end, ça s'est terminé un peu plus gentiment que prévu. Et ils ont eu une relation qui a duré un peu plus d'1 an, quoi. Chef d'entreprise aux affaires florissantes, Catherine a réussi. Xavier Dupont de Ligonnès lui emprunte 50 000 euros en 2009. Puis, le 9 avril 2011, quelques jours après la tuerie, il lui envoie une lettre dans laquelle il lui demande 25 000 euros supplémentaires. Voici cette lettre. Ma Catherine, je suis ruiné dans le fond du trou comme jamais je ne l'ai été. J'ai 4 mois de loyer impayé. Je n'ai pas pu payer l'école d'Arthur. Ma voiture est tombée en panne. J'ai été obligé de demander à maman de quoi acheter des cadeaux de Noël aux enfants et je dois la rembourser. Je n'ai pas pu payer mes cotisations URSSAF et ACEDIC. J'ai de nouveaux huissiers aux fesses. Je peux être expulsé de chez moi à la fin de l'hiver et je n'ai pas de quoi finir le mois de janvier. Plus loin, il ajoute « Je n'en dors plus. Je fais des insomnies presque chaque nuit, avec des idées morbides. Foutre le feu à la maison après avoir donné un somnifère à chacun, me foutre dans un camion, pour qu'Agnès touche 600 000 euros. » Il poursuit. « Ma vie actuelle se terminera dans les quelques mois à venir si je ne trouve pas 25 000 euros immédiatement. » Xavier Dupont de Ligonnès termine par ces mots. « J'ai besoin d'une aide importante et urgente. Je ne peux plus m'en sortir seul. Je le reconnais, même si ma fierté en prend un sacré coup. Je t'aime, ma Catherine. » Catherine ne répond pas à cette lettre. Quand 3 semaines plus tard, elle apprend la tuerie, elle craint pour sa vie et se réfugie au commissariat d'Asnières. Les problèmes financiers de Xavier auraient-ils pu le conduire à commettre l'irréparable? Ruiné, couvert de dettes, il lui devenait impossible de sauver les apparences. Après des années de fuite en avant, sa famille allait découvrir sa faillite. Est-ce pour cette raison qu'il aurait éliminé un à un sa femme et ses enfants? Un massacre qui a des allures de crime presque parfait. Tout le monde croit que la famille est partie à l'étranger. Pendant ce temps, Dupont de Ligonnès, lui, descend tranquillement dans le sud de la France. Le 12 avril, une semaine après les meurtres, il s'arrête près d'Avignon, précisément au Pontet. Les corps de sa femme et de ses enfants n'ont pas encore été découverts.
Il est 18h30 quand il arrive dans cet hôtel de luxe, 5 étoiles. Une halte surprenante dans un endroit huppé. Est-ce que vous vous souvenez du jour où Monsieur Dupont de Ligonnès est venu dans votre établissement? Oui, on s'en souvient effectivement. Il est arrivé, donc c'était le mardi 12 avril, sans réserver. Et il nous a demandé une chambre. Il nous a dit qu'il faisait partie d'une société, qu'il était en affaires dans la région. Il a rempli une petite fiche. C'est vrai qu'il l'a remplie avec ses 2 prénoms. Il n'a pas donné son nom de famille. Xavier Laurent. Le nom de... Voilà, c'est avec ses 2 prénoms, en fait. Il a donné son adresse à Nantes, mais voilà, après tout s'est passé normalement. Il s'offre un repas gastronomique. Bon vin, bonne chair. Le tueur présumé passe plus d'1 heure à table. Personne n'imagine que cet homme d'affaires tranquille aurait pu assassiner toute sa famille. J'étais revenu le voir vers la fin du repas pour voir si tout s'était bien passé. Et il m'a dit qu'il avait passé un très bon repas et pour lui c'était une soirée très agréable et qu'il était très content de découvrir notre maison et qu'il reviendrait sûrement. Le lendemain matin, Xavier Dupont de Ligonnès paye la note, 215 € et reprend sa route. Curieusement, sa présence a marqué les esprits. Tout le monde se souvient de lui, vous voyez, c'est ce qui est un petit peu surprenant après coup, vous voyez, qu'une personne s'en souvienne, mais qu'autant de personnes s'en souviennent, c'est qu'il passait pas inaperçu, quoi. Il se faisait assez remarquer quand même. Mais il se faisait remarquer comment? En parlant beaucoup, vous voyez, c'est en parlant, surtout en parlant, vous voyez, pas par d'autres choses, mais en parlant. Un peu plus que la moyenne des clients, surtout quand ils viennent seuls, vous voyez. Bavard, détendu, le tueur présumé quitte l'hôtel vers 10 h. Où va-t-il? Le lendemain, 14 avril, on retrouve sa trace à Roquebrune-sur-Argence, un village de Provence. Une région où il a vécu pendant plusieurs années. Dupont de Ligonnès s'arrête devant cette banque. La caméra de vidéoprotection le filme. Le fugitif s'approche, il retire 30 €. C'est la dernière image de Xavier Dupont de Ligonnès. Ensuite, il va dormir dans un hôtel à l'écart de la ville. Changement de décor. Cette fois, il ne descend plus dans un palace, mais dans un hôtel bon marché. C'est ici qu'il passe la nuit. Le lendemain, 15 avril, il quitte l'hôtel en laissant sa voiture sur le parking et disparaît sans laisser la moindre trace. Les policiers découvriront les corps de sa femme et de ses enfants seulement 6 jours plus tard, le 21 avril. À partir de ce moment-là, Xavier Dupont de Ligonnès devient l'homme le plus recherché de France. Les enquêteurs déploient les grands moyens, 130 hommes appuyés par un hélicoptère et des chiens. Ils couvrent d'abord une zone de 25 km² dans la région. Ils ne trouvent pas le moindre indice. Le portrait du fugitif est largement diffusé. Un mandat d'arrêt international est lancé contre lui. Interpol est en alerte. Mais le suspect numéro 1 reste introuvable. Depuis, on croit l'avoir aperçu en Italie ou en France, notamment en Corse, à l'été 2012. Mais ces pistes ne donnent rien. Sur les réseaux sociaux, les internautes continuent d'échafauder des scénarios à propos de sa disparition. Quel visage a-t-il aujourd'hui? Tous les ans, à l'approche de l'été, il avait l'habitude de se raser la tête. A-t-il changé son apparence? Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il réussi à fuir à l'étranger? A-t-il mis fin à ses jours? Pour l'heure, le mystère reste entier. Suspect numéro 1 est maintenant terminé. Vous pouvez voir ou revoir cette émission sur le site internet TMC. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.